Bien, bonjour ou rebonjour pour ceux qui étaient là ce matin. Je suis Olivier Chadutot du cabinet Day One. Je suis ravi de vous retrouver comme tous les ans. J'ai juste un petit mot à vous dire, parce que malheureusement Jean-Guillaume Dornano ne peut pas être présent cet après-midi pour des raisons malheureusement extrêmement tristes. Il y a un décès très proche, donc il a dû partir. Donc je dois en son nom d'abord vous remercier pour d'être présent pour cette 8e édition des débats du Cercle. Il y a 2 plénières qui vont suivre, une sur les enjeux stratégiques et pédagogiques de l'éthique des affaires, très intéressante, que j'aurai le plaisir d'animer, et puis une 2e sur les environnements législatifs mis en place dans l'intégration de l'intelligence artificielle au sein des entreprises. Un programme assez intéressant qui est animé par le cabinet Osborne & Clarke. Donc pour travailler, on aura aussi, et pour clôture, on aura Isabelle de Silva, qui est la présidente de l'autorité de la concurrence, qui viendra nous dire quelques mots. Et puis nous aurons aussi le vice-bâtonnier qui viendra, Basile Adair, nous dire enfin quelques mots avant que nous puissions nous retrouver autour d'un petit verre avec un tout petit peu d'alcool, mais à boire avec modération, à 19h précisément. Voilà, donc on va conserver les délais et les horaires. Je dois remercier au nom de tous les organisateurs, bien évidemment les partenaires, sans qui rien ne pourrait se produire aujourd'hui, comme tous les ans. Donc, au premier rang desquels, le CMS Francis Lefebvre, avocat, Osborne Clarke, vous avez vu que j'ai pris de l'âge, je mets des lunettes maintenant, Eight Advisory, DLA Piper, Price PricewaterhouseCoopers, société d'avocats, les affiches parisiennes, Caractère, Eversheds Sutherland, Fed Legal, Gino Legal Tech, Hugh Hubal, Légitime, LexisNexis, Thomson Reuters. Et si j'étais Jean-Guillaume Dornano, je remercierais aussi le Cercle. Et donc, comme je suis Olivier Chadutot, je remercie aussi le Cercle. Il faut toujours remercier le Cercle. On va passer à l'introduction. Et, bien évidemment, comme vous savez qu'il y a une transformation digitale, je n'ai plus du tout d'intervenant. Donc on va être obligé de passer par les chatbots. Donc maintenant je suis tout chaud sur scène, donc je suis désolé. Au moins ça fonctionne, c'est ça qui est assez intéressant. Donc en fait je suis en train de vous montrer ce qui est en train de se passer si je suis votre client interne. C'est-à-dire que je vais pouvoir poser toutes les questions que je veux sur ce qu'on appelle les questions sans très forte valeur ajoutée. Enfin, on va voir s'il répond à toutes mes questions. Alors, peux-tu me parler, on va dire quand même, allez, du Cercle Montesquieu. Si je fais des fautes d'orthographe, c'est pas comme un SMS, il va peut-être pas comprendre. Et, bien évidemment, j'espère qu'il va pouvoir. Ne vous inquiétez pas. Alors, je vais lui répéter s'il ne comprend pas le Cercle Montesquieu. Cercle Montesquieu. Ah, j'avais oublié de dire que c'était l'heure de la sieste. Donc il faut le réveiller très vraisemblablement. Ah, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. T'es sûr, Jérôme, que ça ne changera rien? Je vous jure que ça marchait à 13h30. Hein. Ça me rappelle, j'ai plus son nom, mais sur Canal+, ça marchait jamais quand il était en direct. Alors, peux-tu nous parler du Cercle Montesquieu, s'il te plaît? Pareil que les gens parlent de moins en moins bien au robot, donc... Bon, alors je vais le bypasser et je vais lui dire, peux-tu... C'est peut-être parce que je le tutoie, hein, me parler du Cercle Montesquieu. En tout cas, on voit sa tête. C'est que déjà, normalement, a priori, il est vivant. On n'a peut-être pas dû fermer les portes. Le Wi-Fi passe nettement moins bien quand les portes sont fermées. Mais, en tout cas, il cherche. Ah, il y a trop de gens connectés. Déconnectez-vous du Wi-Fi. Donc,
Manifestement, il ne peut pas me parler du cercle Montesquieu. C'est ce qu'on appelle être seul au monde, Nicolas, tu vois. Je te remercie d'insister. Prochaine fois, c'est toi qui feras l'intro, hein. Regarde, on va lui faire autre chose. Ça mange pas de pain, hein. On va faire un petit refresh. Voilà, non? Alors, donc qu'est-ce que je voulais lui faire dire à Jingo? Ben, en tout cas, j'ai une bonne nouvelle, c'est que quand la technologie ne fonctionne pas, heureusement, il y a l'humain, donc je vais appeler Nicolas Guérin pour pouvoir se joindre à moi. J'ai pas amené mes lunettes de soleil, mais je regrette là. J'aimerais mettre anonyme avec un bonnet. Mais non, c'est lui, hein. Ça marche d'habitude, je vous assure, ça marche très très bien. On avait dit si ça marche, c'est toi, si ça marche pas, c'est moi, c'est ça? De toute façon, même un outil ne peut pas remplacer Nicolas Guérin. Alors, on va essayer de regarder ce qu'on voulait faire dire à Jingo. On voulait faire un petit bilan, parce que les années passent. Ça ne se voit pas sur nous, heureusement. Mais on voulait essayer de regarder tout ce qui a été fait en termes d'études, d'événements, etc. Et de faire un petit bilan, parce qu'il y a 400 membres, m'a dit Jingo. Exactement. 400 membres, et dont 25%, 1 sur 4, est devenu membre depuis 2016. Exactement. Pourquoi cet engouement? Ouais, je crois qu'il y a une première explication qui est très simple, hein, c'est que les directions juridiques sont de plus en plus nombreuses. On voit maintenant que dès 107 millions de chiffre d'affaires, on a une direction juridique dans une entreprise, hein, ce qui est assez nouveau comme phénomène. Et toutes les entreprises de plus d'1 milliard de chiffre d'affaires ont des directions juridiques qui comptent plus de 9 personnes. Donc on a un premier effet mécanique, c'est qu'il y a de plus en plus de directeurs juridiques et donc on les accueille de manière de plus en plus ouverte. On a aussi fait beaucoup d'efforts pour recruter ces nouveaux membres, hein, parce qu'on est une association. Et plus on a de membres, plus on a de contributions, plus on a d'efforts, plus on a de membres d'origine divers et variés, CAC 40, TI, PME, plus on est riche, plus on a de contributions pour nos commissions. Et donc voilà, on a fait une énorme campagne de recrutement depuis 2016 et on est très fiers effectivement d'être 400 directeurs juridiques aujourd'hui présents au Cercle Montesquieu. On maintient quand même un certain processus de recrutement, puisque l'idée, c'est que le cercle ne devienne pas une énorme machine, mais garde une dimension humaine qui permette les échanges entre membres. Donc le côté un peu club est conservé. Le côté convivial, club est effet bienveillant. Totalement. Tout moi, non, je plaisante. Oui, exactement. Tu as parlé des commissions. Les commissions aussi, il y a des nouvelles commissions. Oui, alors on a depuis 2016 créé une commission Grand Sud, qui est la deuxième commission régionale. On avait déjà une commission à Lyon, donc on a créé cette commission Grand Sud, Marseille, Toulouse, Bordeaux. C'est vraiment du Grand Sud. Donc on a maintenant 12 commissions au sein du Cercle Montesquieu qui sont très très variées. Et je le dis chaque année, et je ne cesserai de le dire, les commissions, c'est vraiment là où se fait la vie du cercle. C'est-à-dire que nos présidents de commission, nos vice-présidents, nos membres dans la commission contribuent énormément et sans ces commissions, il n'y aurait pas de Cercle Montesquieu. C'est là que se fait le travail et c'est là que l'investissement associatif est le plus important et le plus intense. Et puis on a aussi une nouveauté qu'on doit à Laure Lavorel qui est ici, qui est la Factory. Alors là, c'est tout nouveau effectivement et c'est la volonté du cercle de se projeter dans l'avenir, dans le digital, et de se dire qu'on avait fait une étude il y a quelques années sur l'employabilité des directeurs juridiques et on avait été un petit peu surpris des résultats des directeurs juridiques qui ne mettaient pas le digital comme une de leurs qualités premières susceptibles d'être vendues. Donc ce qu'on s'est dit, c'est que le cercle pourrait apporter une prestation d'aide, d'assistance, d'accompagnement des directions juridiques sur les solutions digitales, un peu meilleure que celle-là, je suis sûr que ça marche. Il y a un petit débat de Wi-Fi, mais sinon ça marche. Et donc Laure a effectivement, avec l'aide d'Olivier, créé la Factory qui va regarder les outils qui existent sur le marché en synthèse et les proposer, faciliter le travail des directions juridiques pour les intégrer.
Très bien. Et il y a toujours les commissions CAC 40, management. Et on a toujours nos commissions CAC 40, effectivement, management, employabilité, DG au féminin, industrie et commerce, gouvernance et éthique, voilà, qui sont toujours très très actives et qui font des dizaines d'événements par an. On doit être à plus de 60 événements, 50-60 événements par an, c'est ça Maëlys? 50-60 événements, voilà. Autre sujet qui est très important pour le cercle, c'est la formation. Et durant ton mandat, il y a eu pas mal de choses qui aussi ont été faites. Alors il y a surtout un grand projet qui a abouti, qui était l'œuvre de Denis et de Philippe Mello, dont on parlera tout à l'heure, qui était l'Executive General Council avec Sciences Po. Donc c'est un partenariat avec Sciences Po qui a vocation à effectivement former des directeurs juridiques de demain. Alors pas au droit, parce que ça les universités le font très bien, Sciences Po le fait très bien, les écoles de commerce le font très bien, mais c'était de les former plutôt sur ce qui leur manque, c'est-à-dire le management, la stratégie, l'accompagnement. Et on est cette année à la deuxième promotion de cette EMGC, comme on dit dans notre terminologie. Je crois d'ailleurs qu'il y a des étudiants dans la salle, puisqu'on les a invités. Et donc oui, c'est un vrai succès. On a mis du temps à créer cette formation, mais elle est vraiment, je crois, un grand succès. Elle est de très grande qualité. Et elle permet aussi aux étudiants, aux futurs directeurs juridiques, d'échanger avec des professionnels du droit, avocats, directeurs juridiques, mais aussi des professionnels du management, de la stratégie, etc. Et à se préparer à exercer ce que sont aujourd'hui les fonctions de directeur juridique dans un grand groupe. On a aussi développé des partenariats assez originaux avec, je vois Pierre qui est là, Berlioz, avec l'EFB. Et l'AFA, alors là c'est Claire qui a monté ça avec Pierre et l'AFA, c'est un truc qui est extraordinaire pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une formation tripartite en fait, EFB, Cercle Montesquieu, AFA, où on prépare les directeurs juridiques et avocats qui assistent au contrôle AFA. Donc c'est l'AFA elle-même qui vient échanger sur ces techniques, sur le droit, et collectivement on progresse. Charles Duchesne disait tout à l'heure qu'il était à l'écoute des entreprises. C'est un lieu effectivement où on a un contact direct avec les enquêteurs, avec les ressources de l'AFA, avec nos conseils, direction juridique, et on peut poser toutes les questions. Il y a une première session qui a eu lieu, la deuxième va être lancée, je crois, Claire, Pierre, bientôt. Très bien, voilà. Et ça, c'est une première. Moi, je n'ai jamais vu une autorité administrative indépendante accepter de manière aussi forte de monter ce genre de formation. Et on essaye d'étendre ça et on discute avec d'autres autorités dont je tairai le nom à ce stade-là, mais pour faire ce genre de formation aussi, qui permettent d'élever globalement le niveau sur un sujet concret, le niveau collectif. Parce qu'encore une fois, je crois sincèrement que les directeurs juridiques, au-delà des entreprises qu'ils défendent, ont un rôle à jouer pour améliorer le niveau du droit en France et pour améliorer la pratique du droit en France. Et on a bien vu que Charles Duchesne avait bien confirmé qu'il était dans le dialogue et dans l'écoute, puisqu'on a eu tout à l'heure. Ce qu'il faudrait, c'est que ce ne soit pas que du ping-pong et qu'à un moment donné, quelqu'un change d'avis par rapport à certains sujets. Les autres autorités ? On avait dit qu'on n'en parlait plus. Si, bon, on en parlera tout à l'heure. Cercle Montesquieu fait aussi beaucoup et de plus en plus d'études aussi pour justement peut-être voir et comprendre cette transformation globale. Ce n'est pas que le digital. Oui. Alors ça, c'est quelque chose qui est effectivement extrêmement important et qui existait avant mon mandat et qui se poursuit. C'est qu'on a constaté que les directions juridiques sont assez isolées dans leurs entreprises et que souvent, elles ont très peu d'éléments de comparaison. On en parlait tout à l'heure, les questions m'ont été posées de savoir est-ce que vous avez des études sur les rémunérations, sur les qualités des juristes sur le marché. Donc effectivement, on propose un catalogue d'études à nos membres. Donc soit des études qui sont directement en lien avec les métiers de directeurs juridiques. Donc on a une cartographie des directions juridiques qui est 2016 et 2018, donc ça permet aussi de voir comment ça évolue dans le temps. On a eu des études sur l'employabilité des directeurs juridiques, donc je parlais tout à l'heure, qui sont la vision qu'ont eux-mêmes les directeurs juridiques de leur valeur économique, de leur valeur sur le marché de l'emploi. On a un baromètre des juristes d'entreprise, ça c'est l'évolution du marché en général, et qui montre que les directions juridiques recrutent et sont très très actives, et qui s'intéressent aussi au périmètre d'activité des directions juridiques, c'est très très intéressant. On a une étude sur la digitalisation des directions juridiques, il y a du boulot, voilà, mais on va s'y atteler. Donc ça, ce sont des études sur les liens avec les métiers, mais on a aussi des études qui permettent de décrypter l'environnement du directeur juridique. Donc on a eu une deuxième édition de l'Observatoire des acteurs économiques du marché du droit. Donc c'est effectivement tous les acteurs du droit qui sont étudiés dans cette étude. Et on a aussi une étude sur la perception du droit par les dirigeants et les opérationnels. Donc c'est la vision de nos patrons sur l'activité des directeurs juridiques. Et puis on a aussi quelques études sur les rémunérations, qui sont toujours des sujets un petit peu délicats. Elle est en cours et on va lancer, comme on le fait tous les 3 ans, une enquête de satisfaction des membres. Alors ce n'est pas pour moi, c'est pour mon successeur qui va pouvoir s'appuyer sur cette étude pour améliorer les choses. Il y aura forcément
des marges d'amélioration, même si j'ai exercé un mandat exceptionnel, tout le monde le considère. Non, je plaisante. Ça va être compliqué, ça va être compliqué. Donc oui, ça va être bientôt lancé et il faudra que l'ensemble des membres du cercle puissent y répondre, c'est intéressant. Alors, du coup, il a fallu quand même créer un club qui est assez marrant, c'est le club des amis du cercle. Oui. Alors tout le monde a besoin d'amis. Alors tout le monde est ami avec le cercle évidemment, mais on a des amis plus forts que les autres. Non, mais l'idée est simple, hein, on milite pour des rapprochements des professions. On a des partenaires qui sont nos cabinets d'avocats. Il nous paraissait assez normal de travailler effectivement avec ces amis, ces cabinets partenaires qui nous aident dans l'organisation de nos événements et d'essayer de faire des événements communs, d'intérêt commun autour d'une multitude de sujets. Donc aujourd'hui, on a appelé ça les amis du cercle parce que ça nous paraissait simplement décrire la relation qu'on entretient avec ces cabinets qui est excellente. Et aujourd'hui, donc on a 12 amis déclarés et labellisés tels quels, mais beaucoup plus. Donc on a Archus, CMS Francis Lefebvre, DLA Piper, Evershell Sutherland, Frege Associés, Gibson Dunn, Gide, Herbert Smith, Fresh-Hill, excusez-moi, pas Freshfield, Latam et Watkins, Skadden, Viguier Schmidt, Vogel et Vogel. Voilà. Et ce sont des cabinets avec qui on est en contact en permanence. Dès qu'on organise un événement, on leur propose et on le monte ensemble. Et je crois qu'on a réussi à faire de très beaux événements l'année dernière grâce à cette méthodologie. Et on les remercie infiniment de ce support. Vous savez, on a beaucoup d'opposition dans le cadre du débat avec les ordres d'avocats ou avec le Conseil national du barreau. Et ça, ces partenariats, ils nous réconcilient avec les cabinets. C'est-à-dire qu'on voit vraiment qu'on sait totalement dépasser ces sujets-là et travailler ensemble avec des objectifs communs, toujours le même, pratique du droit, la meilleure, la plus efficace en France, depuis la France. On n'en a pas parlé, mais Jingo me l'a soufflé dans mon oreillette. On avait aussi les 2 Grenelles qui se sont passés pendant ce mandat. Et donc, on a eu 400 membres, on en disait. On a eu 60 événements, beaucoup d'études, une visibilité qui s'est accrue. Une visibilité d'ailleurs qui au service même d'une autre action un peu d'affaires publiques ou de lobbying, parce que maintenant on a le droit en France de parler de lobbying, c'est plus un gros mot. Et ça, c'est assez nouveau. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites de ce côté-là. Oui, l'idée, elle est toujours aussi simple. On n'a que des idées simples au cercle Montesquieu. C'est les plus efficaces et celles qui sont plus faciles à réaliser, surtout sur des mandats comme ça et avec des activités professionnelles par ailleurs. Donc l'idée est assez simple, c'est de se dire, finalement, quand un texte de loi sort, on ne pense pas à consulter les directions juridiques. Il y a des associations, le MEDEF, la FEP, qui représentent les entreprises, mais la voix des directeurs juridiques n'existe pas. Donc l'idée, c'était de positionner le cercle comme un référent sur un certain nombre de sujets juridiques à disposition du pouvoir public pour être consulté sur des sujets. Mais avec une vision qui n'est pas de lobbying sectoriel pour telle ou telle entreprise, mais toujours cette idée d'un lobbying pour la qualité du droit, pour la simplicité, pour l'efficacité du droit. Et donc effectivement, on a eu pas mal d'auditions ces derniers temps, on a été entendu sur la compétitivité. Donc on a des sujets ultra juridiques et des sujets aussi qui dépassent le juridique. Et où là, par exemple, sur la compétitivité, l'idée c'était comment le droit peut faciliter la compétitivité, peut aider la compétitivité. Donc on a été consulté par des parlementaires sur la compétitivité, sur l'extraterritorialité, donc c'est le rapport Gauvin, qui ne comportait pas que des sujets de l'égal privilège, mais qui parlait aussi de comment lutter contre l'extraterritorialité américaine et assurer la compétitivité. Récemment, on a été aussi auditionné dans le cadre de ce projet de Code européen des affaires, hein, donc cette idée de faut-il une harmonisation des règles européennes de droit des affaires au travers d'une codification et au travers de mise à disposition des entreprises d'outils. Donc on a été consulté. On a aussi beaucoup travaillé avec les pouvoirs publics sur le rôle de l'entreprise. Alors c'est au-delà de pacte, c'est comment on articule les fondations, le rôle des fondations, le rôle économique des entreprises au service du social, etc. Et puis ça rejoint pacte aussi sur la question de l'objet social des entreprises. On a aussi beaucoup été sollicité pour faire des comparaisons, pour aller dans des séminaires, débattre en droit de la concurrence, par exemple, que ce soit au MEDEF, à FEP ou directement avec l'autorité de la concurrence. On a aussi été invité à aller échanger sur des bonnes pratiques. Alors, avec parfois, je ne sais pas si Jérôme est là, mais on a notamment été invité aux 20 ans de la direction des affaires juridiques de Bercy pour échanger justement sur une comparaison entre l'activité en privé et l'activité publique. Et il y avait la directrice juridique aussi des affaires juridiques de l'environnement qui était là. Et donc on a échangé sur nos pratiques. Donc on voit que le cercle est monté un petit peu en visibilité et sert... Alors référence, c'est plein d'ego, mais en tout cas de points de comparaison, de sources d'informations qui intéressent de plus en plus les pouvoirs publics et nos homologues. Et ça, c'est une vraie fierté parce qu'il faut se le dire, jusqu'à présent, c'était l'apanage des avocats. C'est-à-dire effectivement, dès qu'il y avait un groupe de travail ou ce genre de choses, c'est très bien, les avocats continuent, j'en suis ravi, il faut le faire ensemble, mais les directions juridiques sont aussi écoutées et reconnues maintenant comme des experts qui doivent être entendus dans ces grands sujets de droit et de société.
D'accord. Donc on va les entendre sur une demande qui date d'il y a quelques années, l'avocat en entreprise. Est-ce qu'on va y arriver avant la fin du mandat ou il faudra que ce soit le futur président qui reprenne le bâton de pèlerin? Alors le futur président reprendra de toute façon le bâton de pèlerin parce que même si on y arrivait dans le principe, ce qui est encore possible, après il y aura les modalités. Et on sait en tant que juriste que le principe, en principe, est plus facile à adopter que les modalités. Donc je ne dis pas la complexité. Ça fait quand même quelques années que le principe est en train d'être adopté, mais oui, toujours pas adopté. Donc on n'a jamais été aussi près sur l'adoption du principe. Je crois qu'on a vraiment un débat aujourd'hui on avait une opposition avocat direction juridique qui, je crois, vraiment s'est beaucoup atténuée aujourd'hui. Alors il y a une autre opposition qui est née, qui est plutôt entre la justice, et vous avez eu une expression tout à l'heure sur la position de Charles Duchesne, que je comprends encore une fois, hein, mais qu'il faut écouter et expliquer, dialoguer. Mais c'est plutôt une opposition entre la justice dite pénale ou parapénale et les juristes d'entreprise. Les avocats sont de plus en plus convaincus, il reste des oppositions, mais en tout cas, ils ne sont plus nos opposants directs. Donc là, on a des débats en ce moment, il y a un rapport Gauvin qui a été rendu, les Échos se sont fait... ont mentionné effectivement le contenu, et ce que je comprends de ce rapport, c'est qu'il est totalement en faveur et qu'il en fait même une des dispositions essentielles et centrales qui doivent permettre d'assurer la compétitivité du système français contre le système américain. C'est moi qui le dis, mais bon, voilà. Et donc il en fait une priorité. Donc il y a des débats en ce moment qui ont lieu au sein du gouvernement avec des interministériels, comme on dit si bien, et qui doivent décider si effectivement un texte sort ou pas et lequel. Donc on continue à être très très mobilisé avec l'FJE, hein, avec ACC aussi qui est à nos côtés, et on en parlait encore tout à l'heure avec Eric. On est très très mobilisé pour essayer de faire sortir enfin cette chose. Boris arpente les cabinets ministériels, la rue d'université pour essayer de convaincre aussi, et je crois sincèrement qu'on va y arriver. Sans doute pas avant la fin de mon mandat, mais on aura une fumée blanche effectivement, et mon successeur aura à mettre en œuvre. D'accord, mais ce qui sera le plus compliqué. Hein. C'est pas du tout du mépris, c'est l'inverse. Hein. Avant l'été. Oui, je pense que on saura partir en vacances heureux. J'espère. Alors, ça c'est un peu globalement le bilan de ce mandat. Et puis, ce que j'aurais aimé, c'est de voir un peu l'ouverture, non pas sur ce qu'il faut faire au cercle, mais plutôt une ouverture. Ça, c'est le futur président qui va décider, avec notamment l'enquête des membres. On a vu, on en a beaucoup parlé ce matin, la transformation. Je ne vais pas faire une introduction et des prolégomènes pendant 2 heures, mais ta vision de cette évolution sur les 10 années, après on se reverra dans 10 ans pour voir si tu avais raison, qu'est-ce qui va se passer pour les directeurs et directrices juridiques et pour les juristes? Alors, je pense que beaucoup m'ont déjà entendu parler des 3 chocs que vont connaître les directions juridiques. Hein. C'est le champ de compétences qui s'étend de manière ultra rapide, en permanence, avec 2 ou 3 réglementations par an quasiment qui doivent implémenter. Donc il y a un premier choc. Le deuxième choc, c'est la digitalisation. C'est effectivement comment faire de la digitalisation un avantage et pas un outil de réduction des effectifs des directions juridiques. Et puis il y a l'internationalisation, avec un côté positif qui est comment effectivement nos directions se portent à l'étranger et sont des exemples, comment notre système juridique est mis en avant à l'étranger et comment on le valorise à l'étranger. Et puis un effet négatif qui est comment on évite que le droit soit pratiqué depuis l'étranger et pas depuis la France. Donc ces 3 chocs-là vont amener une révolution totale. C'est-à-dire le directeur juridique va rester le chef d'orchestre qu'on connaît aujourd'hui, qui manipule des ressources internes, externes, qui est le point d'entrée du droit dans l'entreprise. En tout cas, je lui souhaite de le rester. Mais par contre, il va devoir profondément repenser sa façon de faire cette mission et de faire face à ces 3 chocs. Demain, le directeur juridique ne va plus être le patron seulement de juriste. Ça, il faut en être totalement conscient. On a... très simple, on est de plus en plus de directions juridiques qui se dotent de Legal Operations. Donc Legal Operations, c'est des entités qui vont faire du technique, qui vont implémenter des outils, qui vont être une espèce de prestataire interne qui va permettre de faire des chatbots qui marchent. Des bots qui marchent, pardon, parce que c'est pas un chatbot, c'est un bot, mais celui-là marche, je vous assure. On va avoir ces genres d'organisations qui vont être partout. Tous les directeurs juridiques vont devoir se doter de... Ça, c'est déjà le cas de direction marketing. Alors, on ne les appellera pas comme ça parce qu'on n'aime pas ça, mais c'est comment elle valorise l'action, comment elle ressent, de direction de la communication. Et puis, il y a une énorme révolution qui va intervenir, qui est un de tes dadas, Olivier, et tu as raison d'en faire un de tes dadas, c'est tout ce qui est le retour des paralegals. Pas les paralegals tels qu'on les a connus, qui font du contrat, mais les paralegals qui vont nous aider à implémenter le digital.
C'est-à-dire qu'on a une génération, peut-être que demain, les générations de juristes futurs seront préformées par les facultés, les universités, sont prêts à utiliser ces outils-là. Peut-être. Mais là, on a une transition à faire. Et pour permettre cette transition, on est beaucoup, et Olivier, je crois que tu dis ça très sérieusement, on est beaucoup à penser qu'il faudra qu'il y ait des digital paralegals qui commencent à se développer, je crois, oui. outre-Manche, outre-Atlantique, si je vais y arriver, pas rien du tout, Atlantique. C'est l'Atlantique, à gauche, c'est l'Atlantique. La Manche, c'est au nord. Droite, gauche, un peu de mal. Et tant que j'arrête, hein. Le mandat. Donc, cette fonction de digital, effectivement, paralégal, et ces gens qui vont donc nous aider à implémenter ces outils. Si on ne fait pas cette action-là, si on ne fait pas cet effort-là, on risque d'avoir du mal à se mobiliser. Hein. Encore une fois, internationalisation, multiplication des champs d'intervention, le juriste lambda va avoir du mal à tout faire. Donc, cette solution de legal operating ou de digital paralégal, ça va nous aider à traiter le troisième sujet de manière plus efficace. D'accord, alors ce qui veut dire que ce chef d'orchestre, il va devoir non pas maîtriser l'ensemble des instruments, comme tout chef d'orchestre, mais bien maîtriser la musique avec une vraie vision, un vrai positionnement, une vraie stratégie qu'il va falloir qu'il déploie, comme certains sont en train de le faire, comme on gère une direction juridique comme une BU et comme un business qui doit se gérer de façon la plus efficace et efficiente possible. Sachant que le directeur juridique en question va devoir acheter le papier, les chaises, faire le flyer pour vanter les mérites du... Il va devoir tout faire. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est toujours la même chose. Le directeur juridique est les juristes sont des minorités dans les entreprises. Donc s'il ne se prend pas en main et il ne joue pas, il ne fait pas l'ensemble de la partition depuis l'organisation de l'événement jusqu'à sa promotion, bah, il sera balayé. Il sera balayé. On a le risque aussi, il faut être très clair, d'une externalisation totale des directions juridiques. Hein. Quand vous voyez que les outils digitaux vous permettent de faire du droit n'importe où, n'importe comment, enfin toujours avec qualité, mais avec une qualité toujours croissante à l'autre bout de la Terre, à un moment, nos dirigeants, il va falloir qu'on réponde à la question de nos dirigeants, c'est est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir une direction juridique au siège et à Paris, hein. Donc tout ça, ça va nous permettre de préparer la réponse qui sera, évidemment. Évidemment, il faut avoir une direction juridique forte au siège et surtout à Paris, en tout cas en France. Comment penser autrement? Alors, on va tenter la question pour mettre de l'ambiance, des remords, des regrets. Oui. Le chatbot ne marche pas, bien sûr, mais ça c'est Jérôme. Je vous prie de m'en excuser, même s'il est responsable. Mais oui, tout à fait. Des remords, des regrets, oui. Des remords, des regrets, oui. Bon, évidemment, Legal Privilege, si ça ne se fait pas, ce sera un grand remords et un grand regret. Je crois qu'il y a une chose que je regrette un petit peu aussi, c'est peut-être de ne pas avoir pu passer assez de temps sur l'international. C'est la visibilité du cercle à l'international. On a fait des choses. Laure est allée en Côte d'Ivoire, avec l'aide du barreau de Paris qui nous a beaucoup aidé. On est allé en Allemagne, on a milité pour les chambres internationales, etc. Mais on n'est peut-être pas assez sorti des frontières pour donner une visibilité au cercle Montesquieu international. Donc, mais ça, je suis persuadé que mon successeur le fera, que ce sera. Donc j'ai peut-être ce regret de ne pas avoir assez d'efforts sur ce point-là, c'est clair. Rien d'autre, non? Ça fait égocentré si je dis. Un seul. Bon, alors il y a l'avocat entreprise et puis l'international. L'international, on va le corriger. Peut-être que les débats du cercle, il y aura un peu plus d'international l'année prochaine, on verra. Oui, voilà, ce serait une bonne chose, je pense. Et puis des relations avec les autres cercles Montesquieu nationaux en Europe, notamment, ou en Afrique. Oui, ça c'est important, effectivement, tu le soulignes. On n'est pas obligé de le faire non plus en direct. On ne va pas implanter des cercles. Des partenariats, des alliances. C'est des partenariats, c'est des alliances. Effectivement, il y a toute une structure. On en parlait avec Xavier Hubert tout à l'heure. Il y avait les juristes il y a des associations d'avocats d'entreprise belges, les associations d'avocats d'entreprise espagnoles. Je prends totalement au hasard ces exemples. Hein. C'est évident, mais donc voilà, on pourrait on l'avait fait aussi avec les Canadiens. Il y avait avec la GE, il y avait des événements qui avaient été faits très bien avec effectivement le barreau canadien. Le premier barreau avait été dirigé par un juriste d'entreprise. Non, je vais arrêter. Pardon. Voilà. Donc oui, via partenariat. Il y a un mouvement, qui s'est déclenché aussi durant ces 3 années. Alors c'est très CAC 40, hein, je m'en excuse, mais beaucoup de directeurs juridiques des groupes sont devenus secrétaires généraux. Oui, la question n'était pas prévue. Oui. Donc regarde pas ta feuille. Je regardais mes pieds. Est-ce que ça, c'est... on commence à avoir le secrétaire général qui est le GC à la française. Est-ce qu'on va avoir des secrétaires généraux qui sont vraiment ceux qui vont piloter? Alors souvent ils pilotent, hein, alors ça va dépendre des groupes, mais en tout cas le legal bien évidemment, des fois la RSE, des fois la compliance, et un certain nombre de sujets, bien sûr la data. Est-ce que c'est
une démonstration qu'on commence à aller de plus en plus vers ce positionnement très et encore plus stratégique, ce que aussi le cercle Montesquieu recherche. Alors, il faudrait surtout poser la question à nos patrons, de leur motivation à nous désigner. Mais c'est vrai qu'on a quand même de plus en plus d'anciens directeurs juridiques qui deviennent secrétaires généraux. Hein. Il y en a plusieurs dans la salle. Ça gagne les grands groupes. Alors, c'est étonnant parce que les secrétaires généraux ont d'abord été créés dans les grands groupes, mais étaient plutôt, pour être clair, des énarques et des bras droits chargés par le président d'une multitude de tâches. Il n'y avait aucune homogénéité dans les fonctions, etc. Et puis, les secrétaires généraux se sont répandus dans les sociétés de plus petite taille, où là, c'était plutôt des experts, justement. C'était plutôt, effectivement, des anciens juristes ou des experts, compliance, etc. Et puis là, on voit que dans les grands groupes, eh bien, on est en train, dans un certain nombre, on est 4 ou 5 de grands groupes à avoir été nommés secrétaires généraux, on voit des experts réapparaître. Je crois que c'est une évolution de la fonction. C'est-à-dire que les entreprises sont tellement soumises à des pressions réglementaires, à une multiplicité des réglementations, à des risques aussi, parce que risque contentieux, risque compliance, et ce genre de choses, que nos dirigeants, au bout d'un moment, d'abord, ils travaillent de plus en plus avec nous, hein, qu'on a été secrétaire général, directeur juridique, ils travaillent avec le directeur juridique, avec l'expert, et donc ils se rendent compte de plus en plus qu'avoir le secrétaire général expert à côté, dans mon COMEX, présent et qui répond aux questions et qui sécurise, c'est peut-être pas si mal. Hein, c'est peut-être pas si mal. Donc je pense que c'est un mouvement de fond qui va se multiplier sur ce profil de secrétaires généraux experts et interface du droit au sens le plus large possible. Moi, j'ai la direction de l'argumentation, j'ai la direction des assurances, la direction de l'immobilier, les relations avec les collectivités, les affaires publiques, les moyens généraux, j'ai déjà dit la compliance. Voilà, donc on a un périmètre. Mais vous voyez, tout ça, c'est un secrétaire général assez classique, mais où le fait d'être juriste n'est pas un inconvénient. Tout ça est teinté de droit. Donc voilà. Et permettre de donner une cohérence d'ailleurs à l'ensemble de et ces permettre fonctions, de donner une cohérence. Une position juridique claire. Et avec un positionnement des directeurs juridiques qui a pas mal changé ces 20 dernières années. Hein, on dit business partner, mais en fait c'est service, notion de service. C'est-à-dire que dans un certain nombre de groupes, le secrétaire général est un pouvoir, contre-pouvoir, un rôle politique, etc. Dans les grands groupes du CAC 40 maintenant, le secrétaire général, c'est un service. Il est au service. Il est là pour aider. C'est un facilitateur. L'idée, c'est pas qu'il soit, il n'a pas d'enjeu autre que celui de l'entreprise, pour le dire très clairement. Et donc, il est au service des autres entités. Voilà. Donc moi, je me félicite de ce mouvement-là. Oui, je suis très fier, effectivement, de voir Anne-Sophie à France KLM, de voir ces gens-là nommés, Alexandre Athos. Chez Athos, voilà, chez Athos, on voit, il y a des exemples comme ça qui sont exceptionnels et ça va se développer. Et c'est très, très bien. Très bien. 1 minute, il me reste. Allez, on va finir positivement. La plus belle réussite du président Guérin. C'est vous qui devriez me le dire, peut-être. Non, mais je ne vais pas prendre ce risque. Hein. Je suis pas. Attention, le juriste parle beaucoup. Il y aura un sondage anonyme pour ça. Vous pourrez le faire tranquillement. Et voilà. Non, je crois que c'était un petit peu ce que j'avais dit que je ferais dès le début. Je pense que la plus belle réussite, c'est augmenter la visibilité du cercle. Je crois que ça, on a réussi. Alors, je dis bien on, et c'est important. Hein. C'est un travail collectif, le cercle. C'est les vice-présidentes, le conseil d'administration, les présidents des commissions, les vice-présidents, les membres. Je crois que collectivement, on a beaucoup travaillé, beaucoup augmenté cette visibilité du cercle, et tout en préservant ce côté convivial. Moi, je suis peut-être toujours d'une grande naïveté, mais je trouve que le cercle est toujours ultra convivial. On a plaisir à s'y retrouver, on a plaisir à échanger, on se dit tout. Ça, c'est extrêmement important. Dans les commissions, notamment, on se dit vraiment tout. Voilà. Tout ce qui se dit au cercle reste au cercle. Et c'est cet équilibre donc, entre visibilité externe renforcée et convivialité maintenue. Donc, je pense que ça, c'était... certains disent que je suis rond, c'est vrai, je suis rond, et je suis rond aussi dans la méthode, et je pense que c'était une bonne chose. Il y a un autre succès que je veux souligner, c'est et remercier à cette occasion la FGE et aussi ACC, mais surtout la FGE, c'est qu'on a réussi à se rapprocher. C'est-à-dire que historiquement, les grandes associations étaient un peu en opposition, avaient des divergences, et là, on a réussi à travailler la main dans la main. Le Grenelle du droit, franchement, est une réussite. Première année, deuxième année, il y aura une troisième année. Et le Premier ministre est venu. Et le Premier ministre est venu pour tenir des propos qui étaient quand même très, très positifs. Donc on a réussi à travailler la main dans la main, et je veux vraiment profiter de ce moment-là pour remercier, je crois qu'ils ne sont pas là, mais vous leur ferez savoir, Stéphanie Fougou, qui était la présidente de la FGE et qui a vraiment œuvré pour ce rapprochement aussi, avec sa personnalité, son dynamisme. Elle a vraiment aidé à ce travail. Et puis Marc Mosset, le nouveau président de la FGE, qui est aussi dans cette même veine. Et je les remercie vraiment vivement et infiniment, parce qu'on avait besoin de cette union. C'est-à-dire que si on n'avait pas montré cette image harmonieuse, juriste et directeur juridique ensemble,
on n'aurait pas pu faire tout ce qu'on a fait et on n'aurait pas pu augmenter cette visibilité et on n'aurait pas, comme je disais, été très proche peut-être de réussir sur notre projet commun qui est le Legal Privilege. Donc je les remercie vivement et ça franchement j'en suis très fier qu'on ait pu faire ça tous ensemble et voilà, je suis aussi très fier, je le dis très rapidement, de vous voir aussi nombreux toujours au débat du cercle et voilà, ça c'est vraiment aussi, je pense après 3 ans de mandat, de voir qu'on a réussi à maintenir ce qui avait été fait avant par mes prédécesseurs avec énormément de succès, ces moments-là où on est tous ensemble et où voilà. Je vais m'arrêter là parce qu'après ça va devenir le pathos. Très bien. Donc merci. Tout seul je vais vite et à plusieurs et tous ensemble je vais loin. C'est toujours la même chose. Mais en tout cas ça fonctionne au sein du cercle. Pour le cercle, merci. Et moi à titre personnel, merci beaucoup Nicolas Guérin. Merci à tous. Merci.